parler un petit peu des dangers liés au coup de chaleur en été. Je vous rappelle seulement que le corps produit de l'énergie, de la chaleur, pour son fonctionnement, et que ce corps-là doit contrôler son énergie, doit contrôler cette production de chaleur par ce qu'on appelle la thermorégulation. C'est-à-dire que le corps, quand il produit de l'énergie, il doit avoir ce qu'on appelle les soupapes de sécurité pour évacuer la chaleur. Et comme vous le savez, la température et la chaleur ont un effet délétère sur le corps quand elle est mal contrôlée. La thermorégulation, donc en hiver, les gens se couvrent et mangent beaucoup pour produire de la chaleur, pour se défendre contre la température basse de l'hiver. En été, il est très difficile de lutter contre la température parce qu'à ce moment-là, il va falloir rester actif et évacuer le trop-plein d'énergie. Et on peut l'évacuer par plusieurs mécanismes. Et quand on ne l'évacue pas, ça devient un danger pour le corps. Et il faut savoir que sans la thermorégulation, la température corporelle augmenterait de 1 degré Celsius par heure. En l'absence de celle-ci, en 24 heures, vous avez 24 degrés. En 48 heures, vous avez 48 degrés. En 50, vous avez 50 degrés. Et c'est la mort. Et le processus, justement, de thermorégulation, il permet justement de réguler la température et de la maintenir à une température idéale de 37 degrés 6. Parce qu'il faut savoir que la température, qu'on la prenne au niveau de l'aisselle, au niveau de la bouche, de l'oreille ou là au niveau du rectum, elle diffère. Elle diffère également que l'on soit en activité ou là en inactivité. Parce que le corps produit de l'énergie et augmente la température. Il faut savoir qu'en physiologie, le métabolisme de base, ça veut dire que c'est une personne qui est allongée à l'obscurité, sans bruit, sans aucune nuisance extérieure. Elle nécessite 50 kilocalories par heure et par mètre carré, ce qui est important, ce qui est très important. Et les moyens de lutte, donc vous avez 4 moyens devant vous. Vous avez la conduction, la convection, l'évaporation et la radiation. Et vous avez remarqué que les 3 quarts, les 4/5 de la méthode de lutte contre la température, c'est l'évaporation et la radiation. Si ces 2 mécanismes sont bloqués, le corps ne peut plus lutter contre les hautes températures et la chaleur. Comme vous le remarquez, la radiation elle est neutralisée si la température elle est à 35 degrés. Ce qui est le plus souvent la température d'un mois d'août ou d'un mois de juillet, souvent plus de 35 degrés. L'évaporation est neutralisée quand l'humidité est à 100%. Ça veut dire que déjà, il y a 2 inconvénients en été. Il est très difficile pour le corps de lutter contre la chaleur et la haute température. Et vous avez également, on vous dit, qu'un millilitre de sueur équivaut à 0,5 kilocalories d'énergie. La physiopathologie maintenant, ça veut dire que c'est la perturbation de ce mécanisme de thermorégulation dont il trouve le siège est au niveau de l'hypothalamus qui gère l'équilibre et la recherche de la température idéale du corps. Et quand ce centre-là est perturbé, il y a une atteinte multiviscérale. Je vous ai dit tout à l'heure que la température elle a un effet délétère. Elle détruit tout le corps, progressivement. Si on devait définir le coup de chaleur et l'insolation. En réalité, l'insolation, c'est une forme atténuée ou la modérée ou elle précède le coup de chaleur. C'est une exposition à une température qui va de 38 degrés jusqu'à 40 degrés. Avec ses symptômes. Ensuite, la deuxième étape, si on ne fait pas attention, si on ne se protège pas, on passe au coup de chaleur. Ça veut dire que la température, elle est au-delà de 40 degrés Celsius et qu'on s'est exposé trop longtemps. Donc, une élévation de la température corporelle au-dessus de 40, due à une inadaptation de la température externe, charge thermique exogène, il faut savoir
que dans le cas de l'exposition à la saison estivale, on a une charge thermique exogène, c'est-à-dire c'est le soleil, c'est la chaleur qui augmente nos températures. Quand on fait un effort physique important, quand on travaille énormément, quand on fait un effort soutenu, il y a ce qu'on appelle la charge thermique endogène, c'est-à-dire c'est le corps qui produit cette énergie et cette température. C'est-à-dire le corps, d'ailleurs, quand vous prenez la température de quelqu'un qui fait un effort et quand vous la comparez à quelqu'un qui ne fait pas d'effort, elle est différente. Il existe également les coups de chaleur dus aux anesthésiques, à certains médicaments, curares et neuroleptiques, ça les réanimateurs le savent normalement. Dans le cas de la saison estivale, on va surtout s'intéresser à l'exposition à la chaleur. Donc nous parlerons un petit peu des risques liés au travail à la chaleur. Donc nous nous intéresserons à la charge thermique exogène en saison estivale. Cette inadaptation traduit la perturbation de la thermorégulation. L'insolation est une forme atténuée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les personnes les plus sensibles sont les vieux, les enfants, les femmes enceintes et les malades tarés. L'insolation donc, les signes d'alerte sont constitués. Vous sentez que vous avez des crampes, vous sentez que vous vous comportez différemment, que vous ne vous sentez pas bien, que vous manquez de concentration, que vous n'avez pas à lire, vous n'arrivez pas à voir, vous dites, c'est peut-être les effets du soleil. Et si vous arrêtez, si vous vous protégez à partir de cette étape-là, tout va rentrer dans l'ordre. Mais si vous vous négligez, les choses peuvent s'aggraver pour vous. Dans l'insolation, la température normalement ne dépasse pas 40 degrés. Alors généralement, on a des nausées, des vomissements, des céphalées, des vertiges, une transpiration. Et si vous passez à l'étape suivante du coup de chaleur, vous n'aurez plus de transpiration parce que le mécanisme de thermorégulation est bloqué. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus de sueur. Vous aurez une peau sèche. Donc la peau est rouge parce que vous êtes découvert, vous vous êtes exposé au soleil. C'est l'effet du soleil sur la peau directement. Chez les enfants, il y a risque de convulsion même à cette température-là. Chez les adultes, nous ne pouvons pas avoir ces convulsions-là parce que le cerveau est suffisamment solide, robuste, etc. Suivant. Pour le coup de chaleur, la température est obligatoirement supérieure à 40 degrés. Vous allez également avoir les mêmes symptômes à peu près que l'insolation, une asthénie, des céphalées, des signes digestifs que nous avons cités tout à l'heure. Mais dans ce cas-là, il n'y a plus de sueur parce que la thermorégulation elle est bloquée. Et la peau, elle est sèche, elle est chaude, elle est rouge. Vous avez à côté de ça des signes neurologiques. Mais là, on commence à avoir les effets neurologiques. Troubles de la conscience qui peuvent évoluer vers un coma, des convulsions, comme je vous l'ai dit chez les enfants, un syndrome méningé avec raideur de la nuque, etc. Si la température maintenant dépasse les 40 degrés 5, vous allez risquer d'avoir les signes d'un œdème cérébral qui peut être létal, c'est-à-dire mortel. Les signes cardiovasculaires, ce sont les signes de la déshydratation parce qu'il y a une évaporation, il y a une sudation excessive avec des troubles, des perturbations cardiovasculaires et électrolytiques avec un collapsus. Plaque suivante. Et comme je vous ai dit tout à l'heure que l'effet de la température trop élevée est délétère et multiviscéral, ça veut dire que vous allez avoir tous les signes de la déshydratation, du collapsus et des atteintes multiviscérales. Insuffisance rénale fonctionnelle qui peut plus tard évoluer vers l'insuffisance rénale organique si elle n'est pas corrigée, insuffisance hépatocellulaire, rhabdomyolyse, parce qu'il y a une destruction des cellules musculaires striées avec libération de myoglobine qui elle-même va compliquer les choses parce qu'elle va entraîner ce qu'on appelle les troubles de la coagulation intravasculaire disséminée. Et si vous faites un bilan complémentaire, vous allez avoir des éléments, des signaux, des perturbations hépatiques, rénales, cardiovasculaires, cérébrales, etc. La conduite à tenir, c'est déshabiller la victime,
c'est de la soustraire à la chaleur, c'est la mettre à l'ombre. Ça fait partie des premiers réflexes et qui sont tellement importants parce qu'ils vous permettent de limiter les dégâts. Le fait de soustraire quelqu'un et le mettre à l'ombre, vous entraînez automatiquement une diminution progressive de la température et de son effet destructeur. Le fait de la déshabiller, vous permettez par convection et par conduction à l'échange de température et à l'abaissement de la température corporelle. Refroidir alors progressivement. On vous dit généralement qu'il faut refroidir progressivement parce que si vous refroidissez brutalement, vous allez entraîner une vasoconstriction et vous allez réduire l'évaporation et l'échange corporel. Faire boire le patient s'il est conscient. S'il n'est pas conscient, évitez ça. Il y a d'autres techniques de prise en charge du malade inconscient. Et puis, bien sûr, il y a le traitement des symptômes. Symptômes neurologiques, cardiovasculaires, de déshydratation, etc. Et du coma, et des convulsions, etc. La prévention, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est des éléments qui sont faciles à mettre en marche, mais qui permettent de réduire et de limiter l'aggravation et d'éviter peut-être des décès. Ne laissez jamais un bébé seul dans une voiture au soleil. Ne laissez jamais les enfants dans des locaux mal aérés et chauffés. C'est-à-dire le confinement allié à la température est très dangereux. Il faut qu'il y ait de l'échange, du renouvellement d'air pour contrôler la température. Portez des vêtements légers et amples. Ne couvrez pas trop les enfants, bien sûr. Restez à l'ombre pendant les grosses chaleurs, surtout la période 12h, 15h. C'est la période où la température est la plus élevée. Hydratez-vous régulièrement, buvez. À chaque fois que vous sentez que vous avez envie de boire, vous buvez de l'eau fraîche. Limitez les efforts physiques en période de grosse chaleur. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une charge thermique endogène et une charge thermique exogène. Il faut limiter la charge thermique endogène, c'est-à-dire limiter la production de l'énergie, de la chaleur corporelle. Là maintenant, nous allons parler un petit peu du volet relatif aux travailleurs. Donc là, la situation du travail est beaucoup plus grave, du travailleur est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce qu'il y a la charge thermique endogène qui s'ajoute à la charge thermique exogène. Et là, ça se complique encore plus. Dans ce cas, la chaleur générée par l'effort physique s'ajoute à la chaleur du soleil. Le coup de chaleur à ce moment-là, il peut être mortel. Et là, ce n'est pas une vue de l'esprit. On vous a mis cette plaque exprès pour voir qu'il y a eu des gens qui sont morts parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait un effort soutenu sous le soleil et qu'ils n'ont pas été bien pris en charge, ou là parce qu'ils étaient dans l'ignorance, ou là parce qu'ils étaient isolés. Plaque suivante. Les facteurs favorisants, c'est l'absence de sources d'eau à proximité. Et là, les médecins du travail savent que quand les gens travaillent dans une ambiance chaude, exposés au soleil, ils doivent avoir une source d'eau fraîche à proximité ou des boissons à disposition. Le travail en zone ensoleillée également est mal aéré. Les efforts physiques soutenus, le port de vêtements serrés, absence d'évaporation, les antécédents médicaux, bien sûr. Chaque fois que vous avez un travailleur qui est malade, suppose une fragilisation, c'est-à-dire suppose une incapacité à résister à la contrainte thermique. La non-acclimatation, quand vous ramenez quelqu'un de la Suède et que vous l'exposez au Sahara ou au Kalahari, sans protection, il est logique qu'il n'est pas acclimaté, qu'il s'exposera plus et qu'il court un danger plus important. L'ignorance du danger, quand on ne sait pas que travailler, que faire des efforts soutenus en ambiance chaude nous fait courir des risques, ça aussi c'est un élément. Et puis la faible condition physique. Ne travaille pas au soleil qui veut. Les moyens de prévention, c'est comme ce que nous avons cité tout à l'heure. La source d'eau et votre boisson fraîche à disposition. La bonne aération, elle est importante parce qu'elle permet les échanges de température. La tenue de travail adaptée à l'ambiance et à la saison. L'alternance au poste, c'est-à-dire on peut
On peut ne pas exposer le même travailleur toujours à la même charge thermique, etc. On peut exposer les travailleurs alternativement. La multiplication des pauses, c'est-à-dire ne pas faire un travail physique en ambulance chaude, exposé au soleil pendant des périodes très prolongées. Et là, vous avez un petit abac du rapport entre la température et la nature du travail et ce qu'il faut faire comme solution. Et vous avez les couleurs qui vous montrent que quand vous avez un travail lourd, vous vous exposez fortement, et quand vous avez un travail léger, vous vous exposez faiblement.